президент синдикату виробників меду провінції Лотар. Пане Лотар, будь ласка, просимо вас, шановні колеги, ще раз наголошую. Якщо в когось немає наушників для перекладу, будь ласка, візьміть, ще раз наголошую. Est-ce que ce micro marche aussi? Je n'ai pas de document papier. Je vais essayer de me débrouiller comme ça. Bonjour. Donc Jean-Louis Lotard, je suis apiculteur, je suis producteur de miel donc en Provence et président d'une organisation qui s'appelle le syndicat des miels de Provence et des Alpes du Sud qui a pour mission de gérer la qualité et la certification de nos miels sur toute la région Provence et Alpes. Voilà. Donc, voilà, juste pour situer un petit peu où on est, vous pouvez repérer l'Ukraine sur la carte, vous voyez aussi évidemment la France, et on est sur la petite partie complètement contre la Méditerranée, voilà, en face de la Corse, une partie où on essaye de développer justement cette apiculture de gamme, cette apiculture de qualité. Alors, quelques chiffres rapidement, je vous prie de m'excuser, mais on n'a pas de présentation traduite par écrit en ukrainien, donc je vais lire toutes les phrases pour que vous puissiez avoir la traduction dans l'oreillette. Donc, tout ce qu'on appelle sur l'apiculture française, il y a 55 000 apiculteurs en France, dont pas plus de 1700 apiculteurs de métier. C'est évidemment beaucoup moins qu'en Ukraine. Voilà, vous avez en bas le diagramme qui vous donne à peu près la proportion. Ça représente environ 1 350 000 ruches, dont 50% sont possédés par les apiculteurs professionnels. Donc vous voyez que là la tendance s'inverse. En fait, on est peu nombreux comme professionnels, mais on a quand même la majorité des ruches sont détenues par les professionnels. Alors la production est très variable. On produit, ça dépend des années, il faut autant qu'on soit sur des chiffres, entre 11 000 à 25 000 tonnes, c'est quelque chose qui a baissé. Dans les années 90, on parlait de 35 000 tonnes. Aujourd'hui, pour différentes raisons, on considère qu'on est plutôt autour de 15 000, 16 000, 17 000, ça dépend des années. Voilà, c'est quelque chose d'extrêmement variable. Et une donnée qui est importante, c'est la variation climatique. Voilà, donc si on regarde le marché français, comment il se présente, et quel est ce qu'on appelle le bilan d'approvisionnement, la production, bon, on va la citer, comme je disais tout à l'heure, ça dépend des années, mais voilà, on va considérer par exemple qu'elle fait 15 000 tonnes. Les importations, ça c'est un peu plus fiable, donc on a 31 000 tonnes qui rentrent en France, qui ne sont pas produites en France. On réexporte, enfin on exporte nous-mêmes 5 000 tonnes. Et la consommation française, tout usage confondu, est à peu près de 41 000 tonnes. Je vous laisse comparer les 41 000 tonnes de la consommation française à ce que vous-même exportez sur l'ensemble des pays et particulièrement en France. Ça représente 600 grammes par habitant, 0,6 kg par habitant, c'est une moyenne qui ne varie pas, ça n'augmente pas, ça ne baisse pas pour l'instant, c'est à peu près stable. Et ça représente, ce que nous sommes capables de produire, représente seulement 35% de la consommation. Voilà, c'est notre capacité d'auto-approvisionnement. Je passe vite, hein, je pense qu'on aura cet après-midi la possibilité, on aura le temps de parler plus calmement. Et vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez sur la filière. Là j'essaye d'avancer pour respecter un peu le timing. Alors, l'apiculture de la région PACA. Bon, PACA c'est un terme qui veut dire Provence-Alpes-Côte-d'Azur. C'est-à-dire en fait ce que je vous ai montré sur la carte tout à l'heure, cette petite région de la France qui est contre la Méditerranée et qui fait partie des Alpes. Alors, c'est 3500 apiculteurs, ça représente 7% des apiculteurs français. Il y a seulement 250 apiculteurs, bon c'est vraiment le métier. Et là ça représente 8% de la région, 15% des apiculteurs professionnels français. Voilà, ça vous donne une petite idée de la proportion. Ça représente 155 000 ruches, c'est-à-dire 11% des ruches françaises, pas plus. Donc 62% sont possédés par les apiculteurs professionnels. On a environ, alors on évalue là aussi, c'est pas toujours très fiable, mais enfin 2500 tonnes de miel qui sont produites, donc on estime quelquefois 2000, ça dépend des années évidemment.
avec un miel principal qui est emblématique, qui est le miel de lavande de Provence. C'est une production qui est très très importante parce que c'est un miel de grande qualité qui n'a pas vraiment d'équivalent aujourd'hui dans le monde et qui nous permet justement de nous différencier. On verra tout à l'heure l'importance de ça. Voilà. Alors, on s'appuie sur des milieux géographiques et botaniques qui sont variés. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et je pense que si on regardait aujourd'hui la situation ukrainienne, on pourrait aussi trouver comme ça une grande variété de paysages, avec des montagnes, bon, je pense tout simplement en Carpates, mais il y en a d'autres, avec des endroits où vous avez des spécificités. Mais nous, on a les nôtres en Provence. On a des milieux géographiques et botaniques, comme par exemple, vous voyez à droite, là, c'est du maquis. Là, on est sur des flores de garrigues. Donc c'est le terrain calcaire, très différent de ceux du maquis. Je passe très vite, hein, mais voilà, c'est pour vous montrer simplement une diversité. Voilà, là une zone de préalpes, donc on est déjà dans les Alpes, déjà en montagne, mais avec encore l'influence méditerranéenne. Et on a des plantes emblématiques comme la lavande sauvage ou la sarriette, qui sont des plantes aromatiques qui donnent des miels très particuliers. Voilà, donc là on est sur la fleur emblématique dont je parlais tout à l'heure, c'est la lavande de Provence. Donc vous avez l'exemple avec ce champ. Et puis, c'est pas la Provence, c'est une zone montagneuse, donc voilà, on a aussi des zones de montagne, on rejoint jusqu'à la haute montagne. Mais ce sont quelques exemples, et encore, il n'y a pas les forêts, voilà, ce sont quelques exemples de la diversité des paysages. Et c'est très important dans la réflexion que l'on a eue, dans la démarche, qui a été de caractériser les différents miels, et on verra que c'est ça qui nous permet justement d'essayer de sortir par le haut. Hein, de tirer la filière vers le haut pour qu'elle se sorte bien et que les producteurs puissent correctement de leur métier. Alors voilà, donc là, les circuits de commercialisation, c'est le titre là-haut. Bon ben nous, enfin, en tant que producteur, je suis là, production. Quels sont les différents moyens que les producteurs utilisent pour vendre? Alors soit ils utilisent la vente directe, c'est-à-dire ils mettent en pot et ils vendent eux-mêmes aux consommateurs. Soit ils utilisent la vente indirecte, c'est-à-dire ils mettent en pot leur miel, leur production, mais ils la vendent à des commerçants qui revendent le miel, ils ne s'occupent pas de vendre, ils s'occupent simplement d'aller jusqu'au stade de la mise en pot. Soit ils ne mettent pas en pot du tout, et là on rentre dans l'autre schéma, ils travaillent avec des conditionneurs, ce qui sur la diapositive s'appelle négoce, ce sont des gens qui mettent en pot le miel que l'apiculteur fournit en flux de 300 kg, le standard classique pour le monde entier. Donc là, il y a deux possibilités, soit que l'apiculteur s'adresse en direct aux négociants, il vend son miel directement aux négoces, soit il passe par des gens qui regroupent l'offre, comme les coopératives. Voilà, donc les deux solutions existent et sont régulièrement utilisées. Il faut quand même noter, c'est important, que le négoce, les conditionneurs, les gens dont c'est le métier de conditionner, utilisent évidemment beaucoup de miel d'importation. C'est pour ça qu'on a marqué dessous aussi cette flèche là qui va vers le négoce, parce qu'ils n'utilisent pas que du miel français, bien évidemment. Voilà, donc, alors, pour quelles raisons protéger et valoriser les miels de Provence? On s'est posé beaucoup de questions depuis de nombreuses années, et en fait, la première idée, comme je l'ai dit tout à l'heure, en vous illustrant les paysages, en vous montrant la diversité des paysages, ça a été d'entretenir un marché segmenté. En fait, il n'y a pas un miel, mais il y a des miels avec le pluriel. Et la question, c'est d'arriver à mettre en valeur justement cette segmentation. Si vous changez le sol, si vous changez l'altitude, si vous changez la latitude, plus au nord, vous changez les fleurs, vous changez les arbres. Si vous changez la végétation, vous changez les miels. Donc comment mettre en valeur cette belle diversité? Donc ça, c'est la réflexion qu'on a eue sur la segmentation. Caractériser les miels et proposer une gamme. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est de pouvoir mettre en avant des mentions valorisantes, mais sans dire n'importe quoi, c'est-à-dire dans un cadre strict. Quand on dit quelque chose, il faut que ça soit vrai, il faut que ça soit prouvé. Donc, quelque part, c'est peut éviter aussi la tendance qui pourrait être celle d'une marque commerciale qui vend les qualités de son produit, mais sans forcément prouver la qualité. C'est ça l'essentiel de la réflexion au départ, c'est quand même la qualité, oui, mais vrai, prouvé. Troisième objectif,
protéger juridiquement l'appellation. Le cadre doit être celui de la loi. Et en Europe, et en France en particulier, on a ces outils-là, on y reviendra tout à l'heure, en particulier avec Laurent Médori, et on verra comment la loi peut mettre en place des cadres qui permettent justement la certification prouvée. Ensuite, il y a quelque chose aussi très important, c'est pour le consommateur, pour celui qui achète le miel, c'est de garder la confiance. Donc en fait, on propose au consommateur un repère. Ce qui est important, c'est d'avoir une communication de qualité vis-à-vis de celui qui achète le miel et qui sache exactement que ce qu'il y a dans le pot correspond à ce qui est écrit à l'extérieur du pot. Voilà, donc il faut rassurer en fait. Il faut rassurer le consommateur et prouver la réalité de ce que l'on avance. Voilà, donc un petit tableau là juste pour montrer quels sont les signes de qualité officiels qui existent. Alors en Europe pour le haut et en France pour le label rouge, on verra tout à l'heure. Donc ça, ce sont les signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine. Je vous laisse quand même regarder la notion. Il y a qualité d'un côté, origine de l'autre. Hein. Ça va ensemble, mais c'est deux notions un petit peu différentes. Donc là, sur la partie gauche, on a origine géographique, on a les IGP et les AOP. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça certifie que la provenance est bien celle qui est annoncée sur le produit qui est vendu. On a à droite là-bas, on a tout ce qui concerne ce qui est bio, organique, donc ce qui est issu de l'agriculture biologique. Et là, on s'intéresse aux pratiques. Aux pratiques, comment on travaille sur la ruche, en l'occurrence, comment est-ce qu'on travaille, comment est-ce qu'on procède. On s'intéresse aux moyens. On s'intéresse moins aux produits, mais plus aux moyens. Et puis en bas, vous avez un signe de qualité qui est français, qui est le label rouge, qui signifie la qualité supérieure. Voilà. Donc on a ce dispositif-là à notre disposition, qui est un dispositif qui n'est pas, je répète, ce ne sont pas des marques privées, ce sont des dispositifs juridiques officiels. Alors là, ce sont les signes de qualité sur ce tableau que nous avons choisi, nous, pour notre région, d'utiliser. On a choisi d'utiliser l'indication géographique protégée miel de Provence. Je fais juste une parenthèse là-dessus. C'est quand on met ensemble le mot miel et le mot Provence. Si on associe les deux, on est obligé d'utiliser l'indication géographique protégée. On est obligé de rentrer dans la démarche avec un cahier des charges précis. On n'est pas obligé de rentrer dans l'IGP, on peut faire du miel sans être dans l'IGP. Par contre, si on veut vendre du miel de Provence, je mets les deux mots ensemble, miel et Provence, si je veux utiliser cette renommée, je suis obligé de rentrer dans le cahier des charges. Voilà. Et ensuite, donc, on a aussi les labels rouges, qui eux sont utilisés pour deux possibilités, les miels de lavande de Provence et les miels toutes fleurs de Provence, s'ils sont de qualité supérieure. Et là, ce sont des cahiers des charges qui sont complémentaires. On ne peut pas être au label rouge sans être dans l'IGP. Par contre, on peut être dans l'IGP sans être au label rouge. Voilà, ça c'est le choix que nous avons fait dans notre région. Voilà, ça c'est les flèches qui montrent dans quel sens ça fonctionne. Alors ensuite, quels sont les apports des signes officiels de qualité? D'abord, il y a un engagement du pouvoir public. C'est quelque chose qui est très important parce que ça veut dire qu'on n'est pas tout seul. Ça veut dire que la filière est encadrée, soutenue par les pouvoirs publics. Il y a d'abord une réglementation spécifique dont on a parlé et la gestion par un institut national qui s'appelle l'INAO, dont nous avons un représentant ici, l'Institut national des appellations d'origine. Voilà. Donc on a ce cadre. Je pourrais rajouter aussi, c'est important, ça n'est pas sur la diapositive, mais c'est que nous avons aussi la possibilité de travailler avec les services des fraudes, les services de la répression des fraudes, qui au niveau national, régional, départemental, dans les petites et grandes régions, on peut travailler avec eux aussi, parce qu'il y a bien entendu des problèmes de contrefaçon et des problèmes de qualité et de fraude aussi. Donc là, c'est de notre rôle, nous, syndicats de défense de la qualité, de travailler avec eux pour justement lutter contre ces pratiques. Le deuxième aspect, c'est l'engagement de la filière, c'est-à-dire en fait le groupe dont je suis président, qu'on appelle un organisme de défense et de gestion de la qualité, qui est là pour regrouper les acteurs, regrouper alors les producteurs, les conditionneurs, ceux qui mettent en compte, les coopératives, les courtiers. On essaye de mettre tout le monde ensemble, et donc ça c'est ce groupe,
c'est ce groupe que je préside et qui a pour mission de défendre officiellement cette qualité. On a la mission, c'est une mission publique, hein, c'est-à-dire l'État nous confie la mission de défendre le signe de qualité officiel. Le respect de cahier des charges, donc ça veut dire qu'il y a des règles, elles sont écrites, et puis chacun doit respecter les règles qui sont écrites. Le contrôle par un organisme indépendant, ça veut dire que ce n'est pas nous qui faisons tout le contrôle, on assure une partie du contrôle en interne, et il y a ensuite un organisme extérieur qui est totalement indépendant, qui est chargé de vérifier que tout est conforme. Donc en fait, on est sous surveillance, en fait on paye pour être contrôlé. Voilà. Je ne sais pas si je peux être plus clair, on paye pour que la qualité que l'on défend soit contrôlée, y compris par un organisme extérieur. Et puis ensuite, donc, ça permet de mettre en place un étiquetage sur les pots qui apporte une information qui est fiable et accessible à tout le monde. Il suffit de lire l'étiquette pour avoir les renseignements. Voilà, donc ce que peut apporter le signe de qualité, en fait, si on résume bien, à la filière, c'est-à-dire les producteurs, les conditionneurs, tous ceux qui utilisent le miel. Ça peut apporter une lutte contre les fraudes, et ce n'est peut-être pas anodin aussi, une réponse quand il peut y avoir des vides juridiques. Si tout n'est pas prévu, ça permet justement d'avoir une réponse qui, elle, est officielle quand même. Ça permet d'éviter la banalisation des miels. Et ça, c'est quelque chose, dans les discussions cet après-midi, j'aimerais peut-être y revenir, parce qu'en fait, il faut éviter que le miel soit un produit générique. On peut dire, on a du miel, oui, mais du miel, et quel miel? Quel miel, quelle qualité, quel goût, quelle couleur, pourquoi, d'où il vient, de quel territoire il vient, de quelle fleur il vient. Et cette carte d'identité, là, c'est très important d'éviter ça. Il ne faut pas que ce soit simplement un produit, une matière première de base, comme ça. Il faut que ce soit quelque chose de précis, avec des caractéristiques de plaisir, des caractéristiques, pourquoi pas de santé, voilà, il faut qu'on sache d'où ça vient et qu'est-ce qu'on peut en attendre. Donc voilà, ça c'est le deuxième point. La valorisation de l'apiculteur aussi. C'est valorisant en tant que producteur. Comment je pourrais dire? J'ai envie de dire que mon produit, c'est mon identité. Si j'ai un produit qui est de qualité et qui est certifié, en tant que producteur, je suis reconnu comme producteur de quelque chose d'important. On peut avoir le parallèle beaucoup plus ancien, par exemple dans les vins, hein, le champagne, ou, enfin voilà, on a des choses comme ça. Mais si on arrive, nous, dans le miel, à expliquer qu'on sort quelque chose de très précis et de très valorisant, le producteur aussi est valorisé. Et quelque part, il sera aussi mieux payé. C'est une démarche fédératrice. C'est-à-dire qu'en fait, ça permet de regrouper tout le monde autour de soi. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que ça apporte au miel de Provence? Donc ça, j'en ai déjà parlé, je passe rapidement. Une typicité, caractériser l'authenticité, pour caractériser le produit. Un outil de promotion, c'est important, pour en parler. Voilà. Et aux consommateurs, des produits qui sont certifiés, dont l'origine et la qualité sont garanties. Voilà, on répond à la demande du consommateur, on rassure parce que quelque part le marché n'est pas toujours sain, on est sur un marché qui a beaucoup de problèmes, on le sait, on en a parlé, il peut y avoir des fraudes, des choses comme ça, mais on essaye d'apporter une vraie réponse. Alors ça permet de développer le marché, c'est important ça. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut développer et élargir un marché. Donc si on se situe là sur la bulle qui est à gauche, la première phase pour moi c'est lutter contre les fraudes. Hein, on essaie d'être présent sur le marché, à travers déjà cette première étape. La deuxième, structurer l'offre de miel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne laisse pas faire le marché n'importe comment. Si on peut, on essaie d'apporter des clés et des outils pour permettre la structuration. Par exemple, le regroupement de l'offre. C'est une discussion. Quand une coopérative travaille avec nous, avec l'organisme de défense de la qualité, la coopérative est un interlocuteur important parce qu'elle regroupe l'offre, elle analyse les miels qu'elle met en marché et elle représente un acteur important sur lequel les acheteurs peuvent compter. Ils savent que quelque part en face d'eux, ils ont quelque chose de solide. Donc c'est ça aussi, structurer l'offre. C'est un exemple, la coopérative. Ça permet de communiquer vers les opérateurs de la filière. C'est important parce que sinon on est tous dans notre coin, on est isolés. Et si on veut pouvoir faire du vrai travail, il faut qu'on se parle, il faut qu'on soit en commun et qu'on avance sur des réflexions ensemble. Donc communiquer auprès des opérateurs de la filière. Et enfin, on l'a déjà dit, communiquer auprès des consommateurs. C'est très important parce qu'évidemment, sans consommateurs, il n'y a pas d'acheteur. Voilà, donc il faut qu'on puisse tourner. Alors, ça permet de communiquer vers les opérateurs de la filière. C'est important parce que, évidemment, sans consommateurs, il n'y a pas d'acheteur. Et voilà, donc il faut qu'on puisse tourner.
Voilà, donc c'est une filière qui se tourne résolument vers l'avenir. Ça fait déjà longtemps qu'on travaille sur ces problématiques de qualité, mais là quand même on regarde devant, on essaie d'avancer. Je pense qu'on est relativement solide, on voit qu'on a tous les ans un peu plus d'adhérents, donc je pense que ça veut dire que ça marche quand même. Donc on rappelle quand même les principaux objectifs, identifier et valoriser ce qui nous distingue, ce qui nous permet de nous sortir de la masse, d'être plus vus. Travailler sur les différents milieux, on a vu tout à l'heure, donc quels sont les miels et d'où ils viennent. Qu'est-ce que les miels de cru Les miels de cru, on en reparlera peut-être, mais ça peut être des miels monofloraux, une seule plante, mais ça peut être aussi des miels qui sont le reflet d'un milieu caractéristique. Ce sont peut-être des fleurs, mais très typiques d'une flore et d'une zone donnée. Sortir de la concurrence par les prix. Et ça, c'est vraiment important. On ne peut pas se battre par les prix. En France, c'est sûr, en tout cas, on ne produit pas assez. Et même vous, je pense que vous avez cette réflexion-là, bien sûr, même si vous produisez beaucoup plus que nous. Mais on ne peut pas se battre avec les prix. On ne se battra jamais avec les volumes et avec les prix. On produit peu. Donc il faut qu'on valorise correctement. Donc en fait, on ne va pas se mettre en concurrence avec des miels qui arrivent à très bas prix comme ça. On ne propose pas la même chose. En fait, c'est une histoire de segment. On se place à quel niveau du segment de la consommation. On mise bien sûr tout sur la qualité, c'est ça le premier objectif. Et on résume en disant parler, on s'exprime, on fait savoir ce qu'on est, qui on est, se parler entre nous et faire parler de nous. Que la communication se fasse au-delà de ce que nous-mêmes on peut apporter. Voilà, donc je termine sur un joli paysage de Provence. Je pense que vous avez peut-être eu l'occasion d'aller faire un tour dans ces régions-là, sinon vous pouvez le faire. Voilà, moi je pense que cet après-midi on va avoir le temps de parler plus longtemps. Tout ce qu'on peut faire, nous, c'est apporter un témoignage. Les choses ne sont pas forcément comparables, mais par contre on peut peut-être apporter un éclairage de comment on s'est organisé autour de cette notion de qualité et de certification officielle. Voilà, merci.